Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très très bien. Nous sommes le vendredi 20 septembre et nous sommes à 2 jours de l'Olympico. Alors aujourd'hui, je vais parler un petit peu de cet Olympico en ne sachant pas avec quel groupe on partira, s'il y a d'autres absences que Merlin, Cornelius suspendu et je crois que c'est tout si je ne me trompe pas, et Mumbagna bien sûr. On va faire notre compo, je vais vous donner ma compo à la fin de la vidéo, je vais vous donner aussi la compo probable du côté des Lyonnais, les dernières nouvelles, les dernières actus, et bien sûr dans l'actu il y a quoi? Il y a un ballon d'or, il y a un futur ballon d'or qui viendrait pourquoi pas à l'OM cet hiver. Vous avez entendu parler, Mudryk qui est dans les rumeurs marseillaises, on va en parler. Alors pourquoi je dis ballon d'or? Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Roberto De Zerbi. Et c'est pour ça que j'ai mis le ballon d'or à Roberto De Zerbi. Alors, avant de partir sur l'actualité, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. Mettez le petit abonnement ou d'abord le petit like. Voilà, c'est le petit pouce vers le haut. C'est facile, hein. Tu vas sur le petit pouce vers le haut ou vers le bas, peu importe. De toute façon, le référencement, il marche d'un côté ou de l'autre. Je remets l'alerte, voilà, pour que vous expliquiez un petit peu comment ça fonctionne. Le petit like, le petit abonnement, je crois que c'est en deuxième, oui, le petit abonnement c'est en rouge, c'est en dessous, c'est gratos aussi. La petite cloche, les commentaires, ça c'est en dessous, pour répondre un petit peu sur tous les sujets que je vais aborder. Et bien sûr, le partage, c'est la flèche qui est comme ça sur le côté. Alors j'ai mis aussi sur ma chaîne YouTube une petite annonce pour une recherche d'une personne qui pourrait participer avec moi avec les débats sur les débriefs de match, les avant-matchs, sur des vidéos, pourquoi pas, à monter ensemble. Je préparerai les choses à l'avance, je vous préparerai tout, je vous enverrai tout en privé. Mais d'abord, il faut bien sûr candidater. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont contacté. Je vous demande de tous venir sur Discord pour m'envoyer des messages en privé. Il y en a un ou deux qui m'en ont envoyé. Je vous répondrai demain, il n'y a pas de souci. Demain, quand j'aurai fini le taf, je vous répondrai ou à la pause à midi. Voilà, je prends mon temps et on prend son temps. C'est pas grave si sur le match de Lyon-OM, je me retrouve encore tout seul. Si le prochain match, on est à 2 ou à 3 ou à 4, ça sera bien. Voilà, on prend son temps et comme ça, je choisis les bonnes personnes. Allez, on y va sur quoi les amis? Sur l'introduction. Alors avec un jour de retard, une belle personne nous a quittés il y a 3 ans, jour pour jour, un jour de retard. Je suis désolé parce que je n'ai pas fait de vidéo hier, mais c'est pas bien grave, le message passe quand même avec une grosse pensée pour René Malville, dit Néné pour ceux qui le connaissaient. Moi je le connaissais pas et il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit qu'ils le connaissaient. Certains qui m'ont appelé dernièrement, il y a quelques jours, hein, n'est-ce pas? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et d'autres personnes avec qui je parlais souvent toutes les nuits, qui l'ont côtoyé plusieurs jours, plusieurs fois, voilà, plusieurs fois dans leur vie et qui m'ont dit que c'était une belle personne. Comme on le voyait, moi je le voyais qu'à l'écran, je ne l'ai jamais rencontré. J'aurais aimé le rencontrer, donc un personnage hors du commun qui est parti malheureusement avec une maladie, un cancer. Mais on ne va pas parler de cela, on va parler des bonnes choses. Comme une petite phrase que Depay lui a dit un jour, il a tapé sur l'épaule. Alors il était un petit peu en bise-bise, je parle de René avec un groupe de supporters, je ne dirais pas lequel. Et Depay lui a dit, il a tapé sur l'épaule, lui a dit « René, toi tu me plais, au moins tu as des couilles ». Comme il le dit souvent, on s'en bat les couilles et on continue derrière. Donc force à toute sa famille, à tous les proches qui l'ont connu. Samuel Massilia, c'est celui qui a écrit un dernier livre sur lui. C'est la personne qui a sur la côté de gauche, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Avec le dernier livre qu'il avait écrit, c'était celui-là. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Moi, j'ai lu juste la partie OM. C'est franchement très, très intéressant. Je vais lire toute la partie pour tout ce qui est syndicat et tout bordel. C'est peut-être moins intéressant, mais si on s'intéresse vraiment à la personne, on voit que c'était une personne franche, honnête, et c'est comme j'aime les personnes. Voilà. Allez, on enchaîne les amis, on enchaîne avec l'actualité. Alors, je voulais parler du Ballon d'Or et on y va tout de suite. Le Neymar ukrainien. Qui est le Neymar ukrainien? C'est Mudryk, la recrue, enfin la recrue. La potentielle recrue, on va dire, de cet hiver, pourquoi pas sur un prêt. Mudryk est un joueur fantastique. C'était en 2023 et c'est Roberto De Zerbi qui nous parle du joueur. Il nous dit « Mudryk est un joueur fantastique. Je pense qu'il peut remporter le Ballon d'Or un jour. » Et oui, parce que Roberto De Zerbi l'a lancé du côté du Shakhtar Donetsk. À l'époque, en 2020-2021, il était du côté du club ukrainien et il l'a lancé directement là-bas. C'est pour ça qu'il le connaît vraiment. Et il nous dit quoi? Évidemment, en affirmant cela, Roberto De Zerbi n'est pas très objectif puisque c'est lui qui l'a lancé, la pépite ukrainienne dans le grand bain, et lui a permis de progresser à vitesse grand V, au point de se voir affublé du sobriquet de Neymar ukrainien. En raison d'un style de jeu se rapprochant de celui du Brésilien, ailier gauche mais droitier, Mikhailo, je ne sais pas si on dit comme ça, Mikhailo Mudryk est très fort des deux pieds, avec une qualité de dribble remarquable qui a déjà fait le bonheur de multiples vidéos best-of sur la toile. Cependant, c'est un autre Brésilien que le compare Jairzinho, je ne sais pas comment on dit, Serna, c'est un Croate, je me rappelle l'arrière droit. Donc Serna, le directeur sportif du Shakhtar et ancien international croate,
Mudryk est notre Vinicius Junior. Il y a peu de joueurs avec de telles qualités et il a énormément progressé ces derniers mois. Donc c'était à l'époque, en 2023, avant qu'il parte du côté de Chelsea. Je ne sais pas s'il était déjà là-bas, je ne me rappelle plus. En tout cas, il est allé là-bas à Chelsea. Il a fait une saison et demie. Je crois qu'il est arrivé en janvier 2023, si je ne me trompe pas, ceux qui le suivent depuis un certain temps. Et il ne s'est pas imposé autant qu'on l'attendait du côté de Chelsea, même si quand même, si on va regarder ses stats, c'est quand même assez important. Alors, l'actualité, ça continue, le mercato, ça continue, et bien sûr, cette information-là sur Mudryk, c'est celle-ci. L'OM serait intéressé par Mikhailo Mudryk, 23 ans, et aimerait se le faire prêter. Selon Team Talk, c'est un média anglais. J'ai traduit la page, je suis allé sur l'article. J'ai pris ce qui concernait l'OM plus ou moins. Marseille complote pour s'en prendre à Mudryk. On va pas lire ça, mais plutôt ce qu'il y a en jaune. Des sources ont confié à Team Talk que l'OM s'intéresse à Mudryk. Leur manager, Roberto De Zerbi, est un grand fan de l'ailier et pense pouvoir tirer le meilleur de lui. Un prêt est l'issue la plus probable pour Mudryk en janvier. Alors pourquoi pas en janvier? Pour l'instant, on a tout ce qu'il faut en attaque. Moi, je vais vous dire, ce qui nous manquerait, c'était peut-être derrière. Et on va en parler sur la fin avec l'article de l'équipe qui nous écrit un bel article sur les arrières gauche, arrière droit. Donc du côté de l'OM, on recherche pourquoi pas avoir une autre pépite, un autre joueur star, parce que c'est un joueur star qui arriverait. C'est quand même un joueur qui est reconnu mondialement maintenant. Il a déjà 23 ans. Il a quand même prouvé du côté de la Première Ligue sur 2 saisons pratiquement entières. On va voir justement ce qu'il a prouvé. Du côté de Zerbi, il le connaît. Voilà, il avait lancé à l'époque, vous le voyez, à Shakhtar Donetsk. Et il avait retrouvé du côté de la Première Ligue quand il était coach de Brighton. Voilà comment il le prend dans ses bras, dans ses mains. Et il apprécie beaucoup ce joueur, pourquoi pas le revenir. Et j'ai remarqué quelque chose. Regardez la main droite de Mudryk. Il y a marqué un truc. C'est marqué en français. Bon, c'est en anglais, c'est pareil. Impossible ou impossible. Impossible n'est pas marseillais, on dit. Voilà, on enchaîne et on enchaîne avec l'actualité et on continue sur Mikhailo Mudryk avec son poste, c'est ailier gauche, ukrainien, 24 sélections, 2 buts, 35 millions de valeur Transfermarkt, 2031 du côté de Chelsea son contrat, donc c'est possible un prêt. On va regarder son salaire aussi parce qu'il est quand même assez élevé. Je continue, vous voyez qu'il est ailier gauche principalement, ailier droit il peut dépanner, ukrainien, droitier, il dépanne aussi côté droit avec son pied gauche, il peut dépanner aussi, il n'y a pas de souci. Pourquoi je dis dépanner? C'est pas grave, en tout cas il peut frapper du pied gauche, il peut passer du pied droit, il peut faire tout ce qu'il peut. Il est pratiquement ambidextre, franchement il est assez élégant. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai regardé, je me suis fait plaisir et franchement c'est impressionnant. La vitesse qu'il va, c'est impressionnant. Je pense qu'il va peut-être même plus vite qu'un Neymar, comme on l'a souligné tout à l'heure, plus vite peut-être qu'un Vinicius. Il va très vite. Il va très vite. 1m75, j'ai oublié de parler de sa taille. C'est à peu près le gabarit de Neymar, on va dire, un peu plus costaud. 70 millions, c'était la valeur où il avait été racheté du côté de Chelsea. 4 matchs cette saison, 2 matchs en Première Ligue, 2 matchs en UEFA Champions League qualification pour une passe décisive. Si on regarde toute sa carrière, on peut regarder juste derrière les stats, c'est 48 matchs en Première Ligue, 5 buts, 4 passes décisives. C'est pas énorme, mais c'est un début, il change de championnat. Il n'est pas encore un joueur qui a prouvé sur la durée, mais c'est quand même quelque chose de s'imposer directement, pratiquement à Chelsea. Voilà, une équipe qui était dans le dur il y a 1 an et demi quand il est arrivé. Ils étaient un peu mieux la saison dernière sur la fin de saison, et peut-être qu'à ce moment-là, il va s'imposer. Peut-être qu'il aura des stats qui vont s'élever cette saison s'il reste à Chelsea. Sinon, s'il vient à l'OM, eh ben on le prend. Moi, je le prends. Est-ce que vous prenez Mudryk, les amis? On enchaîne derrière. Est-ce qu'on continue avec Mudryk? Oui, on continue avec son salaire, les amis. Et on y va tout de suite. Son salaire, comme vous le voyez, c'est 154 000 € par semaine, ce qui équivaut à peu près à 600 000 par mois. Donc environ, 650 000 environ par mois, puisque vous voyez 8 millions d'euros par an. C'est environ le salaire qu'avait Aubameyang du côté de l'OM. Après, c'est un prêt, peut-être qu'on peut s'arranger avec Chelsea, si bien sûr, c'est toujours de ce domaine-là, cette information-là, cette rumeur-là, du côté de l'OM pour cet hiver avec le mercato qui arrivera très vite, parce que nous sommes déjà pratiquement en octobre. Il y a octobre, novembre, décembre. Dans 3 mois, on pourra revoir cette rumeur-là revenir, Mudryk, pourquoi pas à l'OM. Est-ce que vous prenez Mudryk? Je vous le redemande. Allez, on enchaîne avec un autre joueur offensif et un autre profil, même s'il peut jouer côté gauche, dans l'axe, plutôt numéro 10, plutôt attaquant de pointe ou second attaquant, plutôt plus axial qu'un Mudryk, mais il peut jouer sur le côté gauche aussi. C'est Giulio, c'est ça son prénom? Oui, Giulio Enciso, 20 ans, très jeune, comme Mudryk, très jeune. D'ailleurs, tous les attaquants qu'on a, ils sont pratiquement tous jeunes, comme les défenseurs. Mis à part le milieu de terrain expérimenté, c'est vrai qu'on a des jeunes devant, des jeunes derrière. Roberto De Zerbi voulait emmener Giulio Enciso à l'OM. Ça date d'il y a 3 jours, mais je vous l'informe quand même, pour ceux qui ne le savaient pas. Roberto De Zerbi m'a appelé quand il est allé à Marseille, nous dit Giulio. Il me voulait, mais ça n'a pas marché. C'est un entraîneur qui a un vrai impact à tirer le meilleur de moi-même. Je continue et je vous montre
Sa petite fiche Transfermarkt, 20 ans, 1m73, petit gabarit, milieu offensif, paraguayen, 19 sélections avec le Paraguay. Il n'a pas de double nationalité, c'est dommage, parce que si on le prend, ça serait une place extra-communautaire en moins. Donc ça serait peut-être dommage de le prendre et de perdre un autre joueur à côté. Milieu offensif, comme vous voyez, deuxième attaquant, ailier gauche, il peut dépanner, 22 millions de valeur Transfermarkt. Son contrat à Brighton, ancien club de De Zerbi, 2026. Cette saison, il a joué déjà 9 matchs, 1 but, 2 passes décisives, avec les Jeux Olympiques bien sûr. Si on regarde sa carrière en entier pour l'instant, il a joué 35 matchs en Première Ligue, 4 buts, 4 passes D. C'est autant que Mudryk pratiquement. EFL Cup, il a joué 5 matchs, 2 passes décisives. FA Cup, 4 matchs, 0 passes ni de but, pareil. Et Europa League, pas de stats non plus. Voilà les amis pour ce jeune de 20 ans qui est vachement polyvalent. Quand vous regardez, il peut jouer 15 matchs en milieu offensif, 33 matchs en deuxième attaquant, 15 matchs en attaquant de pointe, 10 matchs en ailier gauche, 9 matchs en ailier droit, j'ai oublié d'en parler, et milieu gauche, 2 matchs. Donc il est vachement polyvalent, il peut jouer dans tous les postes de l'attaque. Voilà les amis, et n'hésitez pas à me dire pour ceux qui connaissent Enciso, moi je connaissais juste de nom comme ça, j'ai regardé quelques vidéos, je vais vous dire que je le connais. Je connais un peu plus Mudryk, je me rappelle d'un match que j'avais regardé en entier, c'était un match des espoirs en 2023, je crois, c'était il y a 1 an ou 2, avec l'équipe de France qui avait affronté l'Ukraine. Et pendant ce match-là, il m'avait marqué, ce joueur-là. En 2023, il était déjà arrivé à Chelsea, si je ne me trompe pas, puisque c'était l'été, le 2023, l'Euro Espoir. Il avait fait une passe décisive, mais vraiment de 60 mètres, bien claqué pour l'attaquant qui arrivait pile poil sur l'attaquant. Il avait provoqué aussi un penalty. Il n'avait pas marqué, je crois pas, mais en tout cas, il avait marqué son empreinte le match. Et c'est grâce à lui que l'Ukraine avait éliminé la France, 3-1, je crois, le score, ou 4-1, je ne me rappelle plus. En tout cas, il avait éliminé Barcola sur une action comme un pantin. Je me rappelle d'une action comme ça qu'il avait éliminé comme un pantin. Voilà, pour le Parisien qui passerait par là. Allez, on continue maintenant. On passe sur l'actualité plus concise et plus précise sur les rencontres qui vont arriver. Avec Montpellier-Marseille pour la journée 8 de Ligue 1, programmée et fixée pour le 20 octobre à 20h45. Donc elle sera diffusée sur DAZN, Montpellier-OM, et on sera présent si bien sûr sur ma chaîne. Je ne travaille pas. Je n'ai pas encore mon planning, mais dès que je l'aurai, je vous tiendrai au courant si je ferai ce match-là et tous les matchs qui seront en octobre. Allez, on enchaîne les amis, on enchaîne avec le match qui nous intéresse avant tout, avec la conférence de presse d'avant-match Lyon-OM qui se déroulera demain. Plutôt aujourd'hui, pardon, on n'est pas jeudi. Il est déjà 1h du matin à l'heure vous voyez. D'ailleurs, je vais me coucher après parce que j'ai une formation à 8h du matin. Je vais t'exploser, mais c'est pas grave. Je voulais vous faire une vidéo comme ça en avant-match quand même parce que je ne suis pas sûr d'en faire une demain. Alors, je vous la fais maintenant. Donc, la conférence de presse à 13h30 aujourd'hui, cet après-midi, sur la chaîne Twitch de l'OM officiel. Je ne serai pas là sur ma chaîne Twitch, donc regardez-la si vous pouvez regarder. Sinon, je vous ferai un petit résumé avant la rencontre. Non, avant la rencontre, pourquoi pas, si je vous fais une vidéo, soit samedi matin, soit dimanche matin. Si je peux en faire une, je vous ferai une vidéo. Allez, on enchaîne les amis, et on enchaîne. Ah oui, ça sera Lilian Brassier qui sera avec De Zerbi, j'ai oublié d'en parler. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec les supporters. On s'en souvient, j'étais là-bas au stade, du côté du Vélodrome face à Nice. Les fumigènes et les feux d'artifice, le dossier sera étudié pour le mercredi prochain. Donc c'était dans 8 jours, c'était il y a 2 jours cette information-là. Donc mercredi prochain, mercredi donc 19 plus 7, ça fait 26. Le mercredi 26 septembre, il y aura la commission de discipline autour du stade, du supporterisme. Et ils vont nous dire si la tribune du virage sud, la tribune du virage nord, parce qu'il y a aussi les MTP qui ont craqué des fumigènes en fin de match, vont être suspendues. Je ne sais pas pour l'instant. On va voir parce qu'il y a les matchs qui vont arriver derrière et ça sera un OM Paris le 27 octobre. Ça m'étonnerait qu'on soit suspendu pour l'OM Paris. Parce que normalement, ça fait la pub de tout le championnat. Ça m'étonnerait qu'ils nous suspendent. Je pense que ça sera après l'OM Paris. Il y aura un OM Auxerre ou je ne sais plus quoi. Je pense que l'OM Auxerre, on va avoir une petite suspension d'un match, le virage sud entier et peut-être une partie du virage nord en haut. Ouais, parce que le bas, il n'était pas avec des fumigènes. Je ne vois pas pourquoi il serait suspendu. Je continue. Plus que l'interruption du match, c'est l'usage de feux d'artifice qui pose problème à la commission de discipline. 6 sanctions, prochain rendez-vous au Vélodrome, Angers et Paris, comme je viens de le souligner. À mon avis, Angers, ça sera peut-être trop tôt par rapport à la commission de discipline. Ça m'étonnerait qu'ils nous suspendent pour Angers, ou à moins qu'ils fassent coup double, Angers, Paris, mais ça m'étonnerait franchement les amis, ça m'étonnerait fort. Allez, on enchaîne les amis avec les informations pour les supporters qui ne seront pas là dimanche. On le savait très bien, je vous l'avais déjà dit en avance, les supporters olympiens sont interdits de déplacement à Lyon ce dimanche. Ministère de l'Intérieur. Voilà les amis, c'est officiel. Pas de supporters olympiens du côté du stade du FC Lyon, ni du côté de Paris à mon avis, ni du côté de Nice à mon avis. Je m'avance, mais je pense qu'il n'y aura pas de supporters marseillais ni à Nice, ni à Paris, ni à
Peut-être à Saint-Etienne, je ne sais pas, c'est entre deux, à voir. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez qu'à Saint-Etienne, il y aura des supporters? Allez, donnez-moi votre avis. Et j'enchaîne derrière avec les absences, avec Derek Cornelius, on en a parlé. Donc, malheureusement, la demande de clémence, selon Bruno Blanza, qui nous relaye la LFP, qui nous a fait sa commission de discipline ce mercredi. Donc, on est vendredi, pardon. La demande de clémence de l'OM, finalement pas entendue par la commission de discipline de la LFP pour Derek Cornelius. Le défenseur est suspendu un match après son exclusion contre Nice. Complètement volé, je le rajoute. Il ne sera pas à Lyon dimanche. Donc, il ne sera pas à Lyon dimanche. Ça sera la défense, normalement, Brassier. Et qui c'est qui sera là aussi, les amis? Parce qu'il y en a un qui revient, c'est lui. Leonardo Ballardi qui s'est entraîné hier. C'était des images d'hier de l'entraînement. J-3 Lyon-OM. C'était hier que je vous ai tweeté ça. Léo Ballardi est bien de retour à l'entraînement. Vous avez cette photo-là sur la vidéo sur le site OM officiel. J'ai mis le petit lien de la vidéo juste ici pour ceux qui veulent la voir, pour ceux qui me suivent sur Twitter. Vous avez aussi le retour de Eli Wahi qui est dans le groupe. Vous voyez au fond, il s'est entraîné normalement. Il y a aussi le retour de Carboni. Je ne l'ai pas mis en photo, mais il est là aussi dans le groupe. Il ne manque que Derek Cornelius, comme je vous l'ai dit. Quentin Merlin, malheureusement, j'ai oublié de vous mettre l'information là, mais vous le savez depuis pratiquement une semaine maintenant, ne sera pas là dimanche. Il est absent pendant plusieurs semaines. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur l'absence, combien ça durera. Ils disent plusieurs semaines du côté de club. J'espère que ça ne sera pas 6 semaines, ça sera 3, 4 maximum. Donc, Quentin Merlin, Derek Cornelius suspendu, Faris Moumbagna, bien sûr blessé. Et je crois que je ne me trompe pas si j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié un, mais je crois que c'est tout. Voilà les amis pour les absences, les présences, donc les retours. Et maintenant, on fait un petit point sur le classement. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Le classement, l'OM est toujours deuxième. Après 4 journées, 3 victoires, un match nul contre Reims, où on aurait dû gagner largement, à la mi-temps surtout. Donc 10 points avec comme Monaco. 10 points comme Monaco qui a gagné contre Barcelone hier. Bravo à eux. Mais on s'en fout. Voilà, comme ça ils se fatigueront et nous, comme ça on ne se fatiguera pas dans la semaine. Comme les Parisiens, comme les Lyonnais. Les Lyonnais n'ont pas joué hier, donc ce jeudi, mais ils joueront jeudi prochain. Donc peut-être que ça a posé problème à faire du changement en plein cours de match, à voir s'il y en a qui vont se retenir. Je ne pense pas, mais il faut penser aussi à ça du côté de Lyonnais. Pourquoi pas un truc qui pourrait déranger. Donc nous, on est avec 10 points, avec 4 points, les Lyonnais sont 13e, avec une mauvaise défense quand même du côté lyonnais, 8 buts encaissés en 4 matchs, dont 5 buts à domicile si je ne me trompe pas. Ils en ont encaissé 3 contre Strasbourg lors du dernier match et 2 contre Monaco avec la défaite 0-2 et la victoire contre Strasbourg. Ils ont fait un retour flamboyant en fin de match avec un joueur qui a flamboyé justement, c'est Orban, on va en parler. 4 buts marqués, donc Orban doublé. Je crois que les autres buts c'est Maitland-Niles l'anglais et l'autre but c'est Corentin Tolisso. Pour l'instant pas de but de Lacazette, pas de but de Miko Tadze, le roi de mes couilles là. Je ne sais pas c'est qui l'a appelé comme ça. Pour ma part, je me suis jamais enflammé pour Miko Tadze. J'ai dit pourquoi pas il viendrait à l'OM, ça serait super sympa, mais je ne me suis pas enflammé comme beaucoup de supporters qui étaient là à lui faire des aubergines. Voilà, donc Miko Tadze est maintenant lyonnais, j'espère qu'on va lui taper dessus à ce joueur. Allez, on enchaîne les amis, donc le classement il est là et on regarde un petit peu la dernière compo de Lyon. Ils ont joué à domicile. Quand ils ont joué à domicile, c'est l'avant-dernier match contre Strasbourg, 4-3 comme je vous l'ai dit. Avec une défense à 3, le gardien c'est Lucas Perry, Maitland-Niles à droite, un buteur, Cacré au milieu, Matic, Tolisso, Abner le brésilien, j'ai oublié Niakate la recrue, star en défense de plus de 30 millions d'euros qui pour l'instant qui est un petit peu en dedans on va dire, Miko Tadze et Lacazette devant. Donc ça c'était l'avant-dernier match, ça a changé parce qu'il y a eu un match entre temps et il y a eu des joueurs qui sont sortis sur blessure. Alors je pense qu'ils sont revenus parce que je n'ai pas vu d'absence dans tous les sites que j'ai cherchés. Donc, on a Tolisso qui est sorti sur blessure en fin de match. On a Matic qui est sorti sur blessure lors du match Lens-Lyon 0-0. Donc, ils ont fait un score vierge quand même. Voilà, c'est tout à leur crédit. Et on a Cacré au milieu de terrain. Alors, pourquoi je vous dis le milieu de terrain? Parce qu'il y a un joueur qu'on a vendu du côté de l'OM à Lyon. Et c'est Verretou. Il est rentré lors du dernier match contre Lens. Donc pourquoi pas un Verretou titulaire? Moi, je vois bien le coup de mettre Verretou titulaire à la place d'un Matic ou d'un Tolisso. Tolisso ou Matic, si bien sûr il y en a un des deux qui est disponible pour jouer à côté de Verretou. Donc ça serait pourquoi pas un Cacré. Allez, je dirais Cacré, Matic, Verretou ou Cacré, Verretou et Tolisso. Donc ça serait un milieu quand même assez dense. Et moi, je pense que pour ce milieu-là, il faudrait le concurrencer avec un milieu autant dense. Et c'est pour ça que je vais faire ma compo avec vous et je vais vous montrer ce que je mettrai en milieu de terrain. Pas devant la défense, mais en milieu numéro 10. Vous allez voir pourquoi je parle de cela. Alors du côté de l'attaque, on a Gift Orban qui a joué titulaire lors du dernier match parce qu'il a marqué un doublé lors du match contre Lyon-Strasbourg. Il est un petit peu mieux
peut-être physiquement, peut-être mentalement, peut-être il a un peu plus de confiance qu'un Mikotadze qui n'a pas encore marqué de but. Donc attention à Orban ou Mikotadze, c'est quand même de bons joueurs les deux. Et attention à surtout Lacazette. Pourquoi Lacazette, les amis? Parce que Lacazette, c'est le joueur lyonnais qui a marqué les 2 derniers buts pour Lyon. Avec la défaite de l'année dernière du côté du Groupama Stadium, on a perdu 1-0. Et la défaite qu'on avait perdue, non, on avait gagné. Non, c'était un match qu'on avait gagné. C'était le fameux match qu'on avait gagné 2-1 du côté du Groupama Stadium avec le but contre leur camp. Je ne sais plus c'est qui l'avait mis. Je crois que c'était Malo Gusto. Vous en souvenez? Dernière seconde, dernière minute. Je l'avais commenté. C'était super sympa. Voilà, donc le fameux but de Lacazette, c'était sur ce match-là, sur un penalty, si je ne me trompe pas, ou un truc comme ça. Voilà donc la compo de Lyon. N'hésitez pas à me dire qui vous craignez du côté Lyon. Moi, je vais vous dire, je vous répète encore une fois, bien sûr, les attaquants, c'est des joueurs quand même de qualité pour la Ligue 1, je parle, avec Lacazette qui a toujours ce côté expérimenté, qui est toujours là au bon moment, au bon endroit, même s'il a perdu peut-être de sa vivacité ici et là, c'est toujours un joueur efficace. Attention à lui, capitaine en plus lyonnais. Du côté des joueurs, à craindre aussi, peut-être le milieu, comme je vous l'ai dit, qui sera bien dense si on a un Verretou supplémentaire, qui va faire beaucoup d'efforts, même s'il va devenir rouge comme une tomate, il fera beaucoup d'efforts. La défense, à voir. Moi, je trouve que c'est peut-être un de leurs points faibles, vu qu'ils ont encaissé 8 buts. À voir, là, ils ont fait 0-0 lors de dernier match, mais c'est une défense assez lourde. En parlant de Douye Kadetassar, en parlant de Niakate, c'est des joueurs assez costauds, mais lourds, très lourds. Clinton Mata, il a un physique assez important, mais il est assez vivace. Il est assez vivace dans son style. Donc voilà plus ou moins la compo des Lyonnaises. Et on enchaîne justement avec qui? Avec notre compo. Alors, je vous ai préparé notre compo sur demi-volée et je vais vous montrer lesquels qui manquent. Parce qu'il y a 4 joueurs, vous voyez, il n'y a pas de joueurs. Pourquoi il n'y a pas de joueurs? Parce que je vais vous donner mon avis sur les 4 joueurs que je vais poster, que je vais publier, que je vais mettre sur la compo plutôt. Alors, bien sûr, au gardien, Geronimo Rulli, ça ne bouge pas. Le retour de Balerdi en tant que capitaine, c'est pour ça qu'il est en noir, pardon. Avec Brassi à ses côtés dans la défense centrale. Devant la défense, Kondogbia, Højbjerg. Pourquoi Kondogbia? Parce que Rabiot, il n'est pas prêt. Il a dit lors de la conférence de presse de présentation. Et Koné, on va le mettre peut-être à un autre poste. Pour l'instant, c'est Kondogbia, Højbjerg. Ça fonctionne bien cette paire. Je n'ai pas envie de la changer, surtout sur un match à l'extérieur où on a du mal du côté de Lyon. Voilà, c'est une équipe qui ne nous réussit pas trop à l'extérieur. Du côté gauche de l'attaque, Enrique. Côté droit, ça ne bouge pas, Greenwood. Et les 4 autres, que je vais vous les citer. Donc, on part de la défense. Alors, du côté droit, je vais vous dire qui je vais mettre. Je vais mettre Rongier. Alors, vous allez me dire, pourquoi Rongier? Parce que j'ai envie de continuer avec Rongier. Et c'est le choix de De Zerbi. De Zerbi, il l'a mis contre Nice parce qu'il a confiance à sa relance. Il n'a pas confiance en la relance de Ulysse Garcia, côté gauche. Il n'a pas confiance en Lirola du côté droit. Et il préfère mettre Rongier côté droit. Et du côté gauche, Murillo. Murillo, moi, m'avait satisfait du côté gauche contre Nice. Je l'avais trouvé plutôt sécurisant défensivement. Offensivement, ça apporte pas autant qu'un Merlin parce qu'il est gauche, il n'est pas gaucher, il est droitier. Il a vu plusieurs fois où il y a eu des appels de Enrique, des appels de Mopé sur le côté gauche. C'était un petit peu désaxé. Et il avait fait un appel de balle sur le côté gauche. Il n'avait pas servi Murillo parce qu'il n'était pas sur son pied droit. Il était sur son pied gauche. Il n'avait pas servi. Ça, je l'ai vu 1 ou 2 fois, surtout sur Enrique. Donc, avec Merlin en moins, je mettrai Murillo pour sécuriser la défense côté gauche. Côté droit, Rongier. J'espère qu'il sera un peu mieux que contre Nice, voilà, physiquement surtout. Je pense qu'avec le temps qui avance, Rongier va reprendre confiance. S'il n'a pas de retour sur son genou qui lui fait mal, je pense qu'il va reprendre confiance. La condition physique va revenir, le rythme va revenir et il sera bien meilleur. Si la confiance revient, Rongier sera meilleur. Donc voilà la défense, comment j'aligne en 4. Le milieu de terrain, ça ne bouge pas. Et le numéro 10, maintenant, je vais vous dire qui je mets. Je vous ai parlé de densité dans le milieu de terrain. J'ai envie de mettre Ismaël Koné. Pourquoi pas Amin Harit, qui est aussi dans un bon début de saison. Mais j'ai l'impression qu'il commence à être dans les régularités. Le match contre Toulouse, déjà un petit peu descendant. Le match contre Nice, certes, il fait une passe décisive, mais il a fait que ça dans le match pratiquement. N'hésitez pas à me dire s'il a fait autre chose, mais je ne l'ai pas vu. Il a fait une frappe toute pourrie en première mi-temps, je crois, tout écrasé, je crois, un truc comme ça. Mais au-delà de ça, Amin Harit, j'ai l'impression qu'il trouve moins Greenwood, qu'il a moins d'automatisme avec Greenwood quand il y a une équipe un peu plus forte en face, comme Nice qu'on a affronté. Toulouse, c'était déjà moins bon que Brest et le match contre Reims. Donc Amin Harit, j'ai envie de le mettre sur le banc, c'est pas grave, il rentre en cours de match à la 60e ou quoi, à la place de Koné.
Alors pourquoi Koné? Parce que Koné, il a déjà du temps de jeu, il est rentré lors du dernier match, et Koné pourrait apporter ce surplus physique, cette densité physique, en plus d'une densité pour l'offensive, parce qu'il a une qualité aussi à porter le ballon, à faire le box-to-box. Il pourrait faire des passes décisives, comme il a fait une pour Jonathan Rowe qui manque son occasion face à Nice, la dernière occasion, ou la passe qui met léché sur le côté gauche en attaque sur Enrique en profondeur avec son externe pied droit magnifique que j'ai fait dans le match. Donc Koné pourrait apporter côté technique, côté physique, et un petit peu de densité dans ce milieu de terrain pour concurrencer les trois milieux de terrain lyonnais. Du côté droit, on laisse Greenwood, et du côté de l'attaque, j'ai envie de redonner confiance à Neil Maupay. Il a marqué un but, il est en pleine confiance, conditions physiques optimales, il a fait un super match contre Nice, je trouve qu'il a été bon. Voilà, donc c'était pas non plus exceptionnel match, mais il a fait un bon match, voire un très bon match. Voilà, donc du côté de Neil Maupay, j'ai envie de le récompenser, le mettre titulaire. Et Neil Wai revient de blessure, donc on va le laisser rentrer tout doucement dans la rencontre. Neil Maupay va fatiguer les défenseurs qui sont mous comme des chibrax, et au repos. Et derrière, il y a Iliwayi qui va mettre une seconde vitesse, comme ça il va entrer en fin de match à la 60, 65e, 70e, et il va marquer son petit but en fin de match pour nous donner la victoire, Iliwayi. Une victoire que je vais vous donner mon score à la fin de la vidéo. Je vais même la donner maintenant. Je donne un score de 3-1. Voilà, on va encaisser un but encore, malheureusement, mais on va gagner 3-1. Ça, c'est mon pronostic. N'hésitez pas à donner votre pronostic. Faites-moi votre compo, votre propre compo, les amis, avec l'absence de Merlin, avec l'absence j'ai oublié qui, de Cornelius, et l'absence de Moumania. Voilà, toutes les présences que je vous ai citées là. Et Carboni, je ne l'ai pas mis titulaire. Il est potentiel dans le groupe, mais comme il revient de blessure encore plus loin que Koné, j'ai pas envie de le mettre en concurrence avec Koné, Aminarit. Peut-être en fin de match, pourquoi pas, à la place d'un Greenwood, s'il se sent mal, pourquoi pas, côté droit. Parce que Carboni, ce qui est bien, c'est qu'il peut être sur le côté droit. Voilà les amis pour la compo, je vous la montre en plus gros, plus net, plus précise, vous l'avez là. Donc je répète, Roulier au gardien, Rongier à droite, Balerdi, Brassier, Murillo pour la défense. Capitaine, Balerdi récupère son brassard, vous voyez le petit C en jaune. Højbjerg, Kondogbia devant la défense, Ismaël Koné, Enrique pour le côté gauche, Greenwood côté droit et Neil Maupay pour la pointe de l'attaque. Allez, on regarde maintenant du côté des stats d'arbitrage. Benoît Bastien, vous savez, vous savez très bien que c'est lui. Je vous montre une stat qui est quand même pas à notre avantage, avec tous les clubs qui ont été arbitrés par Benoît Bastien. Et regardez à la ligne des D. D, c'est comme défaite. Regardez, il y a 5 pour Paris, 18 pour l'OM, 15 pour Rennes, 9. Regardez, je descends. Et bien l'OM, c'est ceux qui ont le plus de défaites avec cet arbitre-là de pacotille. Donc attention que ça ne nous parte pas la guigne. Voilà, je vous montre juste ça. L'arbitrage, de toute façon, c'est à nous de faire le match. On n'en parlera qu'à la fin de la rencontre, si bien sûr il nous a grugé, cet enfoiré. Allez, on enchaîne maintenant avec quoi? Avec le point presse. Et on y va tout de suite. Le point presse, je vous mets la transition comme je vous l'ai préparé d'habitude. Et on y va. Ouais, c'est le point presse. Allez, on y est sur l'équipe. Je bois un petit coup. Vous voyez qu'il y a un petit article pour l'OM. On va le lire ensemble. Et le temps que je fasse la vidéo, en fait, la Provence n'était pas encore éditée, parce que la Provence, elle édite un peu plus tard dans la nuit, vers 1h30, 2h du matin. Alors là, il est 1h30 du matin passé. Peut-être qu'en lisant l'équipe avant, la Provence sera déjà éditée. Je pourrais vous lire aussi l'article de la Provence. Comme ça, vous faites 2 coups en même temps. Allez, pour ceux qui n'ont pas les presses, voilà, comme ça, vous êtes bien comme il faut. Allez, Marseille. Sur les côtés, la marge est étroite. L'OM a un effectif fourni partout, mais moins de garanties sur les côtés de la défense, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, où l'absence de Quentin Merlin oblige Roberto De Zerbi à trouver d'autres solutions. Mélisandre Gomez pour l'article. Entre la surprise de ce recrutement de renom, l'accueil chaleureux à l'aéroport de Marignane et les premiers mots en conférence de presse, Adrien Rabiot a concentré la lumière cette semaine, mais il ne sera pas là dimanche à Lyon pour aider l'OM à poursuivre son début de saison réussi. Et oui, il a dit qu'il était juste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un autre joueur manquera, ce forfait, là, pourrait peser. Touché à la cuisse droite, Quentin Merlin ne fera pas le déplacement et ce n'est pas une bonne nouvelle parce que les solutions ne sont pas aussi nombreuses à ce poste que dans d'autres secteurs. D'ailleurs, je vous en avais parlé, dans le bilan Mercato, vous vous en souvenez, regardez pour ceux qui ne l'avaient pas vu la vidéo, je ne sais plus, elle date du 31 ou du 1er septembre plutôt, ou du 1er, non, 31 en août. Je vous avais fait une vidéo bilan Mercato, je vous avais donné mon avis sur tous les postes plus ou moins. Elle n'était pas assez longue à mon goût, mais c'est pas grave, je ne pourrais pas en faire une autre. Et bien, je vous avais dit que côté gauche, il manquait quand même un remplaçant, un concurrent de poids pour Quentin Merlin. J'avais parlé de pourquoi pas Ulysse Garcia avant qu'il soit remis dans le groupe, qui serait pourquoi pas à l'avenir remis dans le groupe, mais pour ma part, Ulysse Garcia ne me convainc pas. Donc si on avait recruté un joueur comme
Pourquoi pas De Kuyper, comme on parlait en début de mercato. Ça aurait été sympa d'avoir ce De Kuyper en remplacement de Merlin quand il est blessé. Ou pourquoi pas en concurrent, hein. S'il prend la place de Merlin, c'est encore que mieux, s'il est encore meilleur. Mais pour l'instant, on n'a que Quentin Merlin. Il est absent, il est blessé. J'espère que ça ne sera pas trop long pour lui. Je continue. Donc Quentin Merlin ne fera pas le déplacement parce que les solutions ne sont pas aussi nombreuses à ce poste que dans d'autres secteurs. Si l'effectif est dépourvu au milieu et en attaque, il est pourvu. C'est vrai qu'on a beaucoup d'attaques, beaucoup de milieux. D'ailleurs, on parle du mercato et on continue de parler d'attaquants. Peut-être qu'on sera encore avec 150 attaquants. Il est moins fourni en défenseurs latéraux. En l'absence de Coupe d'Europe, le calendrier n'est pas surchargé et les recours existent. Mais Roberto De Zerbi va devoir composer avec un casting serré et des joueurs pas forcément spécialistes du poste. J'en suis à là, à gauche, peu de solutions. Je pense que c'est assez gros. Alors attendez, je vais agrandir encore un chouïa. Voilà, normalement c'est assez gros pour vous. Faites pause si vous avez envie de lire. À gauche, peu de solutions. Dans le couloir gauche, la hiérarchie est claire. Quentin Merlin est le titulaire et son début de saison a conforté cette position parce que l'ancien Nantais coche beaucoup de cases du manuel de De Zerbi. Il est généreux dans le pressing, à la perte du ballon, il a les réflexes à ce poste et la qualité pour apporter en attaque où il monte très souvent. Petite respiration, petit rototo, et je continue. Mais c'est derrière lui que le paysage est plus flou. Le seul autre latéral gauche, Ulysse Garcia que je viens de parler, a passé l'été avec les Lofters, signe d'une confiance toute relative au club depuis son arrivée en janvier dernier. Le Suisse a été réintégré au début du mois parce que les solutions manquaient et il est entré en jeu contre Nice pour ses premières minutes de la saison. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, il est rentré contre Nice, c'est vrai. Mais avec son profil de milieu, il n'est pas toujours très solide défensivement et ce sont donc des droitiers qui ont dépanné à gauche cette saison. Paul Lirola à Brest, 5-1 le 17 août. Amir Murillo contre Nice, 2-0 le 14 septembre, avec les limites que cela suppose. À droite, peu de garanties. Et oui, maintenant passons sur le côté droit. C'est vrai que les garanties ne sont pas énormes. On a Murillo qui peut tenir la route, mais derrière on a Lirola qu'on avait écarté, qu'on avait prêté, et qui pour l'instant ne convainc pas, puisqu'on s'est servi côté gauche, côté droit on ne s'est pas trop servi pour l'instant. Et on a Meïté qui ne convainc pas non plus avec la qualité technique de relance, de conduite de balle qui déplaît à De Zerbi. J'en avais parlé le mois dernier quand il y a eu un article sur ça. De Zerbi se plaint de sa conduite de balle, de ses relances. Il manque un petit peu de technique. Je parle de Bamo Meïté. C'est pas moi qui le dis, c'est De Zerbi. Regardez sur les anciennes vidéos si vous avez envie d'être tenu au courant. Si Merlin est le numéro 1 à gauche, la situation est moins évidente dans le couloir d'en face, du côté droit, laissé libre par le départ de Jonathan Klaus cet été. Le club aurait aimé se renforcer, notamment avec Kylian Sildilia, Fribourg, mais personne n'est parti pour rendre ce transfert possible. On attendait que ce soit Meïté qui parte. Et regardez la photo, on a les deux anciens, ou l'ancien, ailier droit, arrière droit, Jonathan Klaus, et Murillo, qui récupèrent le ballon pour donner le deuxième but à Luis Enrique. C'est Jonathan Klaus qui le perd, c'est Murillo qui le récupère avec l'aide de Kondogbia qui va la glisser sur Luis Enrique, le 1-2 avec Harit et la frappe enveloppée plus une carne. On regarde, on continue, j'en suis là. Auteur d'une première saison encourageante à l'OM, Amir Murillo, un temps placé sur le marché dès cet été, a donc été promu titulaire. Ce garçon discret et travailleur est capable de prestations solides comme de petits trous d'air. Ce sont surtout les blessures qui ont freiné sa progression à Marseille, lui qui était arrivé blessé aux ischio-jambiers avant de devoir se résoudre à une opération l'hiver dernier. Moi je dirais pas qu'il a eu des trous d'air énormes. En fait Murillo, il n'est jamais super bon, pas comme, vous voyez Klaus. On peut dire tout ce qu'on veut sur Klaus, on peut le critiquer, il n'y a pas de souci. Mais quand il était bon, quand il est très bon, offensivement surtout, eh ben, il nous apportait un match à 7,5, 8 sur 10, on va dire, si on doit le noter. Mais à Murillo, pour avoir un 8 sur 10, ça va être compliqué pour lui. Voilà, ça va être compliqué pour lui, à moins qu'il tire les coups de pied arrêtés comme avec le Panama, qui nous mette une lucarne de 25-30 mètres. Pourquoi pas, il aura un 8. Mais ça va être compliqué pour Murillo à tirer un 8 sur 10, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus un joueur qui sera régulier. Voilà, ça ne sera pas un irrégulier. Et je trouve qu'il est souvent bon, c'est-à-dire un 6, 6,5, pourquoi pas 7, allez, il peut arriver. Mais il ne sera jamais dans les flops pour l'instant, je ne l'ai jamais vu, un flop très total 2 ou 3, vous voyez ce que je veux dire, comme un, je sais pas, voilà, on ne va pas en citer d'autres, allez, on continue, comme un Coréen par exemple. Allez, je continue. Lui qui était arrivé et avec une opération l'hiver dernier. 3 fois à droite, 1 fois à gauche, le Panaméen enchaîne en ce début de saison. Il a parfois eu droit à un débrief sans concession de De Zerbi. Comme après le nul contre Reims, 2 buts partout, le 25 août, il lui faudra gagner en constance. Derrière, Lirola, l'autre spécialiste, a l'avantage de connaître De Zerbi depuis Sassuolo, mais n'a pas fait son trou à l'OM depuis qu'il y est arrivé en 2021 et a usé un peu de la patience de ses dirigeants, qu'il aurait bien vendu cet été.
Ben Momaïté, défenseur central, mais qui a déjà dépanné à droite, est une solution crédible, tout comme Valentin Rongier a nié ce poste contre Nice pour sa première titularisation depuis novembre et sa blessure au genou. Intelligent tactiquement et fiable, l'ex-Nantais, donc il parle de Valentin Rongier, pourrait avoir une carte à jouer alors que les places sont chères au milieu. Et oui, ça va être compliqué pour Valentin Rongier d'avoir une place au milieu, maintenant avec l'arrivée de Rabiot, Kondogbia, Højbjerg, Koné, pourquoi pas. C'est compliqué. Je pense que Rongier va avoir totalement du mal à avoir sa place. Voilà les amis pour l'article du côté de l'équipe. Ils nous disent quoi? Zegrova on s'en fout, Strasbourg on s'en fout. Ils nous parlent des supporters interdits à Lyon. Voilà, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, a imposé cette mesure parue hier au journal officiel en justifiant cette décision par un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs en parlant de Lyon et de l'OM. Maintenant, on continue sur les articles de la presse. On a passé l'équipe et on va passer du côté, voir déjà s'il n'y avait pas une autre page pour l'OM, on ne sait jamais. Non, ça parle de la Ligue 2. On passe maintenant du côté de la Provence et je vais lire, pourquoi pas la Provence. On fait un petit rafraîchissement, on va sur l'article et il n'y a pas la Provence. Si, elle est là! Voilà, le 20. Allez, on lit l'édition. On va voir s'il y a un article intéressant pour l'OM et vous le découvrez en même temps que moi. Vous voyez, je ne vous mens pas. À chaque fois, je ne mens pas. Allez, on continue, on va voir l'article. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Je m'en fous pas totalement, mais je veux dire, je le lis pas pour vous, ça je le lirai pour moi tout seul. Alors, avec quelle défense à Lyon? Bah, ça parle encore de la défense. Est-ce que je le lis? Est-ce que c'est important? Allez, je le lis, pourquoi pas? Allez, ça fait une petite vidéo un peu plus longue, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. La lecture. Avec quelle défense à Lyon? OM, les absences de Quentin Merlin et d'Eric Cornelius obligent Roberto De Zerbi à revoir ses plans. L'Italien devrait toutefois compter sur le retour de Léo Bellardi pour renforcer un secteur qui ne lui donne pas satisfaction pour l'instant. Là, vous voyez, dans la photo, absent depuis fin août, Léo Bellardi va retrouver les terrains à l'occasion du déplacement à Lyon. Et je lis l'article. On commence par la gauche. Adrien par-ci, Rabiot par là. Bon, ça commence pareil que l'équipe. Hein. Vous avez vu, tout à l'heure, ils ont commencé par Rabiot. Et bien là, on commence par Rabiot. Son nom est sur toutes les lèvres, celle des supporters qui célèbrent la prise de guerre, la pièce manquante d'un puzzle dessinant, sous les lueurs printanières, un sacre sur le Vieux-Port. Celle des médias qui applaudissent l'improbable retour d'un cadre des Bleus et le travail du tandem Longoria-Benassia. En posant son baluchon en Provence, l'élégant escogriffe a éclipsé l'actualité olympienne, voire l'ensemble du foot français. Un exploit en soi, alors que la Ligue des Champions levait son rideau et que se profile dimanche le fameux Olympico. Mais l'euphorie collective s'est arrêtée aux portes de la commanderie. Là-haut, la fierté d'avoir enrôlé l'ancien Parisien a vite été balayée par l'autre réalité. Un nouveau test à l'horizon. Ce déplacement au Groupama Stadium où l'Olympique de Roby devra encore bricoler. Roby, c'est Roberto De Zerbi. La faute à qui? Aux autres. Les responsables du forfait de Quentin Merlin et de la suspension de Derek Cornelius. Deux absences qui font grincer. Donc, la faute au coach de l'équipe de France Espoir qui a remis Quentin Merlin alors qu'il le savait qu'il avait reçu une béquille contre la Bosnie ou je ne sais plus quel match. Voilà, il a remis sur le deuxième match. Après, est-ce que c'est le staff médical qui est fautif ou est-ce que c'est le coach? Je parle de Baticle. Voilà, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire, est-ce que c'est Baticle ou le staff médical? Du côté de Derek Cornelius, c'est l'arbitre, monsieur... je ne me rappelle plus c'était qui l'arbitre du côté de Nice. Mais en tout cas, c'est lui qui a mis le carton rouge. Il lui a mis un coup de chaud pendant la rencontre et il lui a mis le carton rouge à Cornelius. Ils ne l'ont pas enlevé, donc il est suspendu dimanche. Deux absences qui font grincer des dents. Merlin, j'en suis là, hein. Merlin, attendu au mieux face à Angers. Donc, au mieux, c'est bon, on a le retour de Merlin, pourquoi pas face à Angers. Voilà, tout à l'heure, j'avais parlé de l'absence de Merlin, je ne savais pas jusqu'à quand. Ben là, on le sait, plus ou moins, au mieux face à Angers. Donc, Angers, c'est quand le match d'Angers? On va regarder sur le calendrier du site de l'OM, on y va tout de suite. C'est le 4 octobre. Donc, c'est encore le match d'après contre Strasbourg, donc dimanche prochain, qu'on vivra ensemble cette fois en direct. Parce que malheureusement, je ne serai pas là dimanche, hein, je travaille le soir. Et le match contre Angers, je serai là normalement le soir si je ne vais pas au stade. Parce que peut-être que je vais retourner au stade, à moins que je garde un petit peu de sous-sous pour aller pour OM Paris. Voilà, vous préférez quoi? Que je vous commente le match de OM Angers en direct sur ma chaîne YouTube, voilà, comme le 4 octobre, ou vous préférez que je vous commente le match le 27 octobre OM Paris? Qu'on passe ensemble OM Paris ou qu'on passe ensemble OM Angers? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que j'aimerais bien aussi vivre OM Paris au stade, ça serait impressionnant quand même. Allez, je reviens sur l'article de la Provence. Merlin attendu au mieux pour Angers. Donc d'ici le match d'après, il va manquer 2 matchs. Donc ça va, c'est pas trop grave. À l'OM, devant, tout va bien. Derrière, un peu moins. Si Luis Enrique et ses camarades font feu de tout bois, en empilant les pions, 12 buts au total, soit 3 de moyenne, à la faveur d'une efficacité diabolique, 7,1 buts attendus. Donc on a marqué 12 buts pour 7,1 d'expected goals attendus.
Et oui, avec Greenwood qui a flambé, c'est normal. Selon les expected goals, la garde rapprochée de Geronimo Rulli tarde à monter en température. Certes, celle-ci vient de rendre son premier clean sheet. On ne dit pas un premier clean sheet? Bon, sa première clean sheet face au gym de Nice. Mais cet exploit est davantage un leurre, entretenu par l'ange gardien argentin et la maladresse niçoise qu'une embellie. Sur le papier, la défense olympienne souffre de la comparaison avec les autres secteurs, largement remaniés et renforcés durant le mercato. Après, on a eu des absences de Balerdi aussi, il faut le penser. Brassier qui est tout nouveau. On a chamboulé un petit peu le système, faut y penser aussi. Hein. Voilà, devant, voilà, on peut s'emballer de marquer les buts, mais derrière, dès que tu fais une erreur, c'est tout de suite un but. Et oui, là, on le voit tout de suite. Alors que devant, quand ils font des erreurs et perdent les ballons, on le voit beaucoup moins, ou on en parle moins. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on en parle. Voilà, je pense que souligner ce point-là, c'est pas nécessaire. Moi, du moment qu'on gagne les matchs, si on gagne tous les matchs 4-3, je signe tout de suite, les amis. Je m'en fous complètement. Si on gagne tous les matchs 4-3, on est champion de France. Si on gagne tous les matchs 4-3, on gagne la Coupe de France. On fait le doublé, comme en 72, comme en 89, comme en je sais plus quelle année, mais c'est pas grave. Je crois que c'est tout. Mais dites-moi s'il y en a un autre doublé. Voilà, je ne me rappelle plus là. Il est déjà 1h30 du matin, je vais me coucher 2h même. Allez, au-delà de ça. Mission première et naturelle, à savoir endiguer les assauts adverses, elle ne convainc pas encore Roberto De Zerbi quand le cuir est entre ses souliers. Il parle de la défense, là, pour les relances, propres ou pas. Le technicien italien, tatillon sur ce sujet, n'a pas marqué de le signaler. D'abord en pointant les carences individuelles à Toulouse, puis l'attitude de son trio en charge de la relance contre Nice. Les trois défenseurs auraient pu mieux faire circuler le ballon, grincer le Lombard, sans épargner par ailleurs son milieu. Il n'a pas parlé que de la défense, hein. Il a parlé aussi de Højbjerg, de Kondogbia. Il aimerait que ça relance un peu plus proprement. Après, face à Nice, ce que je vous l'ai dit, ils étaient quand même assez denses. Ils ont fait 2 lignes de 5. Jusqu'à quand on marque le but? C'était pour ça qu'on a eu des difficultés. Voilà, pour défendre encore une fois. Voilà. Allez, je continue. Face au gym, Lilian Brassier, Derek Cornelius et Valentin Rongier, en alternance avec Geoffrey Kondogbia, ont péniblement rempli leurs tâches. Et oui, parce que Kondogbia, il coulisse quand Rongier quitte son poste côté droit. Vous voyez, Rongier se met en défenseur central quand Murillo montait un petit peu sur son couloir gauche. Je parle contre Nice. Rongier montait parfois sur le couloir droit et c'est plutôt Kondogbia qui pivotait, qui calait dans le jeu. Et Rongier et Murillo montaient plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux montaient plus haut, Rongier et Murillo. Et il y avait Kondogbia qui descendait à côté de, je vais dire Balerdi, Cornelius et Brassier. Ça fonctionnait comme ça. On en parlera plus précisément dans le live débrief si on revoit ça lors du match contre Lyon. Face au gym, pardon, je continue. Face au gym, Lilian Brassier, Derek Cornelius et Valentin Rongier, en alternance avec Geoffrey Kondogbia, je l'ai déjà lu, ont péniblement rempli leurs tâches. Le pied du Canadien a néanmoins été le plus habile. C'est vrai qu'il a été vraiment habile, Derek Cornelius. Sans son carton rouge, on avait parlé pendant les notes qu'on lui aurait donné un 6,5 voire 7. Il a eu finalement un 6 parce qu'on le récompense, voilà, pour ce carton rouge qu'il ne méritait pas. Loin devant, celui encore tremblotant de Lilian Brassier. À tremblotant, quand même, c'est dur. Hein. Contre Nice, il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux que lors des derniers matchs. Je trouve qu'il a été un peu plus rassurant, je trouve, personnellement. S'il avait eu le luxe, à Lyon, De Zerbi aurait probablement préféré le natif d'Ajax à l'ex-brestois, qui doit encore apprivoiser la lourde tunique immaculée. Mais De Zerbi n'a pas de choix. Donc il aurait préféré peut-être, contre Lyon, si Derek Cornelius était disponible, il aurait mis Cornelius avec Balerdi. C'est ce qu'ils disent du côté de la Provence. Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous pensez qu'il aurait mis Cornelius? Parce que Brassier a été recruté pour être titulaire, n'oublions pas. Est-ce que De Zerbi va être les meilleurs sur le terrain? Je l'espère en tout cas. Moi, si Cornelius est meilleur que Brassier, je m'en fous de Brassier qui vient de Brest et que Cornelius vient de Malmö. Je m'en fous complètement du standing du joueur. Quand il arrive, s'il est exceptionnel, s'il est bon sur le terrain, c'est le meilleur qui jouera. Là, il y avait un titre en gros. Après l'exclusion de Cornelius face à Nice, le corps arbitral aurait reconnu une erreur d'appréciation, sauf que celle-ci n'a jamais été consignée dans le rapport de Benoît Millot. En fait, ils reconnaissent qu'ils ont fait une erreur, mais ces enfoirés, Benoît Millot et tous les autres, ils valident quand même le carton rouge. C'est vraiment de la merde, cette LFP, commission qui sert à rien. Voilà, ils disent qu'ils font une erreur, mais derrière, ils rétablissent pas l'erreur. Voilà, ils enlèvent pas le carton pour qu'ils puissent jouer. Finalement, on se fait avoir, on se fait enfler. J'espère que ça portera pas préjudice. Allez, je continue. Il n'a pas le choix. Cornelius purgera ce week-end une suspension qui ne passe pas, d'où euphémise à Marseille. D'autant plus que l'état-major olympien imaginait une issue positive dans ce dossier. J'en suis là. Regardez, sur la droite, il y a la petite main. Je peux agrandir si vous voulez pour lire un petit peu plus. Après le derby, durant lequel Derek Cornelius a été coupable d'un gain de temps selon Benoît Millot, le corps arbitral aurait reconnu en privé une erreur d'appréciation. Sauf que celle-ci n'a jamais été consignée dans le rapport transmis à la commission de discipline de l'AFP, qui a donc, sans indication contraire, entériné la sanction mercredi. Voilà, on ne reconnaît pas ses erreurs, c'est dommage, c'est dommage. Je continue.
Dans son malheur, j'en suis là, hein, dans son malheur, l'OM enregistre au moins le retour d'un cadre. Sur le flanc, depuis la réception de Reims mi-août au quadriceps, Leonardo Balerdi, remplaçant pour la forme samedi dernier, a renoué sans problème avec les séances collectives cette semaine. Alors, remplaçant pour la forme contre Nice, mais surtout, il ne serait jamais rentré s'il y avait un problème sur défense, parce qu'il n'avait même pas mis ses chaussures à l'entraînement, à l'échauffement. Il n'avait pas mis ses chaussures, à mon avis. C'était prévu qu'il reste sur le banc pour donner de la force, tout simplement. À mon avis, hein, si je ne me trompe pas. S'il n'a pas foulé les pelouses du centre Robert Louis Dreyfus hier, comme l'ensemble de ses partenaires soumis à un programme de récupération après une longue et intense séance la veille, l'Argentin a fait la paire avec Lilian Brassier quand les Olympiens ont travaillé sans relâche les sorties de balles sous pression. Donc là, il parle de l'entraînement que je vous ai parlé tout à l'heure. Faute d'avoir voulu lui fournir une doublure crédible lors du mercato ou comme joker, l'OM ne pourra pas retomber sur ses pattes avec Quentin Merlin. J'en ai parlé tout à l'heure. Rentrée meurtrie de sa pige chez les Espoirs, l'ex-Canari est espéré au mieux face à Angers le 4 octobre. D'ici là, les dirigeants marseillais rumineront la gestion jugée irrespectueuse de cet élément essentiel au système de De Zerbi. L'Olympique l'a d'ailleurs bien fait savoir au staff de Gérald Baticle, sélectionneur des Bleuets, qui a forcé le joueur à enchaîner en invoquant une simple béquille quand Merlin, inquiet, se plaignait de sa cuisse. Voilà, donc il se plaignait de sa cuisse et ils n'ont pas pris en compte de sa plainte. En réalité, c'était tout sauf une béquille. Peste-t-on en nos lieux. Moi, je pense que c'était peut-être une béquille. Voilà, il avait une douleur et quand on a une béquille, ça continue et ça s'est aggravé. Voilà, la lésion s'est agrandie et finalement, ça s'est transformé en une lésion un peu plus importante. Pour pallier son absence, Roberto De Zerbi n'a pas pléthore de solutions. La plus évidente mène à Amir Murillo, déjà sollicité dans le couloir gauche contre l'OGC Nice. Paul Lirola pourrait aussi être relancé comme à Brest, ce qui laisserait le Panaméen à son poste de prédilection et éviterait de brusquer la montée en régime d'un Valentin Rongier, pas vraiment emballé par ce rôle de latéral droit hybride. Tristan Rapeau pour l'article. Voilà les amis, je pense que j'ai tout lu. La Ligue lance sa campagne de séduction. Je ne sais pas ce que c'est. Devenir cool, tendance, sympa, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on s'en fout. Voilà, là, vous avez le programme de la journée. Voilà, n'hésitez pas à le consulter. Nice-Saint-Etienne, vendredi. Demain, donc samedi, donc ce soir, vendredi, Nice-Saint-Etienne. Lille-Strasbourg, Rennes-Lens, Reims-Paris. Donc, si Reims, et ça serait bien que Reims accroche Paris, qui ont joué quand même ce mardi, je crois, du côté de leur Parc des Princesses contre, je ne sais plus quel, Gérone. Est-ce que ça serait bien, les Rémois, que vous accrochiez un petit peu Paris? Ou est-ce que vous allez faire tout comme tous les autres, écarter vos fesses et vous faire dominer, hein? C'est comme ça que vous voulez, les Rémois? Voilà, je les titille un petit peu. S'il y a un Rémois qui passe par là, n'hésite pas à me titiller toi aussi. Donc, et nous, on jouera dimanche, donc après eux. On ne sait jamais si Reims gagne. On gagne contre Lyon, on serait enfin premier. Donc moi, ce que je veux, avant tout, c'est qu'on soit pas loin tout le long de la saison. Qu'on soit toujours à la lutte. Voilà, 2, 3, allez, 4, 5 points maximum, mais qu'on soit pas loin. Voilà, à 2, 3 matchs maximum, qu'on ne se retrouve pas à 10, 15 points au bout de 10 journées. Voilà, donc là, si on est à 2 points jusqu'à la réception des Parisiens le 27 octobre, ça va péter le feu. Si on est à 2 points jusqu'à ce 27 octobre, je pense que je prendrai ma place. Là, c'est obligé. S'il y en a encore. Il faudrait voir un petit peu une journée ou 2 jours avant. Voilà les amis, je pense que j'ai tout lu, je pense qu'on a tout vu. Martigues n'en a pas fini avec Level, donc ça on s'en fout. Bon, ça c'est Martigues, hein, même s'il y en a qui sont intéressés, mais je ne vais pas vous le lire. Voilà les amigos. Je vais regarder les dernières informations de dernière minute. Je reviens sur Twitter. On va rafraîchir la page, on va aller chez les amigos. D'abord, je vais regarder ce qu'il y avait marqué là. Donc on va aller là, on va regarder chez InfoM, qu'est-ce qu'ils nous ont mis dernièrement. Léo Bellardi fait son retour, il n'y a rien d'autre. Peut-être Team OM officiel qui relaye parfois les informations, on va regarder. Je pense qu'ils ont relayé un petit peu de l'équipe. Voilà. Non, ils n'ont rien relayé. Rien relayé. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo comme d'habitude. Donnez de la force en mettant un max de likes, un max de commentaires, un max de partage, un max de cloches, un max d'abonnements. Ça fait toujours plaisir qu'on grandisse ensemble. On est bientôt à 19 000. Est-ce qu'on peut atteindre ces 20 000 avant la fin du mois d'octobre? Avant le match de Paris, tiens. J'avais dit 22 mois d'octobre, mais dans un mois et une semaine, il y a le match de Paris. Est-ce qu'on peut atteindre les 20 000? Selon vous, est-ce qu'on peut le faire? Dites-moi si on va le faire ou pas. Et donnez-moi votre prono. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, mon prono, je reviens dessus, c'est 3-1 pour l'OM. 3-1 pour l'OM du côté du Groupama Stadium. Je peux même vous donner des buteurs, pourquoi pas. Allez, Lyon qui marque en premier, tiens. Non, pas Lyon qui marque en... Ouais, allez, Lyon qui marque en premier, pourquoi pas. Ils vont après défendre comme des trompettes. On va avoir du mal, on va marquer juste avant la mi-temps. Ils vont re-attaquer derrière. Et derrière, on va marquer 2 pions en début de deuxième mi-temps. Et on va tenir tout le long, 3-1. Voilà, ça c'est déjà le scénario. Le but, Lacazette.
Penalty, volé encore. Pourquoi pas. Et nous, de notre côté, égalisation. Égalisation Højbjerg, corner, je sais pas, de la tête. Voilà, deuxième but, Greenwood, voilà, il arrive enfin à marquer son 6e but. Et le troisième but, but contre son camp, tiens, but contre son camp, pourquoi pas. Allez. Ou alors Eli Wahi, tiens, en fin de match, avec Neal Maupay qui a fatigué la défense, Eli Wahi qui marque en fin de match. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve peut-être demain matin ou on est quoi vendredi, demain matin, samedi matin ou pourquoi pas dimanche matin. Voilà, s'il y a une autre vidéo, ça sera samedi matin ou dimanche matin. Voilà, là je vais à ma formation dans 7 heures exact. Non, 6h30, je commence ma formation. Voilà, donc je vais me lever dans 5 heures à peu près. Allez, vive le foot chez Savage Foot et surtout, allez l'OM! Et n'hésitez pas à réagir sur tous les sujets. Ciao, ciao, ciao.